Pour visiter Saint-Dalmas-le-Selvage, nous allons suivre deux groupes. Nous commençons avec celui d'Éric Ferrari de Mercantour Transport. Alors maintenant, Saint-Dalmas ici est une station de ski nordique. Vous voyez le panneau là-bas? Site de randonnée nordique, c'est quoi? La randonnée nordique, c'est les raquettes, bien sûr, l'hiver, mais aussi le ski de randonnée. Ski de fond non plus. Ski de randonnée. C'est vrai qu'ici, on a la chance, on dispose d'un patrimoine naturel exceptionnel. Bon, si un jour vous avez l'occasion de venir faire des raquettes l'hiver, de toute façon, il va falloir que vous reveniez ici. Que ce soit l'hiver, l'été, mais il faut toujours revenir ici, c'est sûr. Donc l'hiver, c'est vrai qu'en raquette, c'est fabuleux. Il y a le col d'Amel, on peut aller sur le plateau de Sestrières, on peut aller, il y a de multiples randonnées à faire. Et on a aussi un site d'escalade. Regardez ce rocher juste en face, où il y a plusieurs voies tracées. C'est un site d'escalade extrêmement intéressant, parce qu'il y a toutes les possibilités, toutes les difficultés. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer par le village, par le petit chemin. Là. On va passer par là, c'est un peu plus pittoresque ici. On va passer devant la fontaine. Le tuf de rivière, on dit que c'est la pierre qui pousse. Les trous qu'on voit là, c'est des concrétions calcaires. Bon, il existe le tuffeau, mais le tuffeau, ça n'a rien à voir, c'est de la pierre volcanique. Et donc avec ce tuf, on l'a utilisé notamment. Et ceux qui étaient à Oron avec moi ont vu sur le clocher, avec les pierres d'angle à Oron. Ils ont utilisé le tuf, c'est intéressant parce que c'est une pierre plus facile à tailler que la pierre de taille, bien sûr. Et elle est légère, enfin bon, c'est un matériau assez intéressant. Saint-Dalmas-le-Selvage, qui est sur la route de la Bonnette et qui est la commune la plus haute du département des Alpes-Maritimes. Le moulin de Saint-Dalmas-le-Selvage. Je vous amène devant le moulin parce que je voulais vous montrer un petit peu le type de toiture que l'on a ici chez nous. C'est des toitures en bardeaux de mélèze. Alors venez voir, c'est là. C'est bien parce que ça portait de vue et au moins vous comprenez ce que je dis. Alors à l'origine, il y avait 3 couches de bardeaux de mélèze sur la charpente. Regardez, charpente, 3 couches de mélèze. 1, 2, 3. Elles étaient posées en quinconce de manière à ce que ce soit étanche, bien sûr. Maintenant, depuis l'incendie de 1929, à Saint-Étienne-de-Tinée, ils ont démonté toutes les toitures en bardeaux. Et ils ont mis tout en tôle ondulée. Parce que l'incendie est parti des toitures et ça a détruit la moitié du village. Alors bien entendu, ils ne voulaient plus que ça se reproduise. Et donc ils ont démonté les toitures en bardées, ils ont fait en tôle ondulée. Mais maintenant, on a des systèmes de sécurité au point. Pas toujours, mais bon. On peut remettre les toitures en bardeaux. Alors ce qu'on fait, c'est on met de la tôle ondulée ou du bac acier et par-dessus, on met les bardeaux de mélèze. D'accord ? Voilà. C'est pour l'esthétique, c'est plus joli, c'est plus typique. Mais dans le temps, on faisait une charpente et par-dessus, on mettait 3 couches de bardeaux et on les mettait en quinconce. Ces bardeaux de mélèze, si c'était coupé au bon moment, c'est-à-dire si le mélèze était coupé au bon moment, il durait 100 ans sur la toiture. C'est quoi le bon moment pour couper le bois? Alors, à la pleine lune. Ah non, pas à la pleine lune. Ah non, au quart de lune. À la vieille lune, qui est quart de lune. Il va me les faire toutes, tu sais, à la pleine, au quart, 3 quarts, demi. C'est la vieille lune. Au début de l'hiver. La vieille lune, c'est la lune qui descend. Quand elle descend, on se coupe les cheveux quand? Vous ne savez pas, vous ne coupez jamais les cheveux. Ouais. Mais vous y allez plus souvent. Mais moi, je me les ai coupés une fois à la vieille lune, je n'ai jamais repoussé. Alors, tu vois, c'est impeccable. Donc, on les coupe à la vieille lune au début de l'hiver. Quand la résine, c'est des résineux, est bien descendue, ça veut dire que le bois ne va pas éclater. Et surtout, ça devient putrescible. Le mélèze, il devient putrescible à ce moment-là. Donc ça, c'est un bois intéressant. Et nous, on va l'utiliser ici parce que il est là, le mélèze, il est partout, donc on va l'utiliser. Pas que pour les toitures, pour faire aussi des meubles, des trucs, un tas de choses. Voilà. Mais il faut le laisser sécher aussi, sinon il flambe. Il flambe et il flambe. Donc voilà, c'est intéressant de venir voir ça ici parce qu'on le voit bien, on comprend bien. Là, nous changeons de guide, nous sommes avec Jean-Paul Huralo. On y va.
cette église, c'est quand même un exemple de façade peinte comme il y a justement au Piémont, comme il y a en Italie du Nord, en Autriche, en Tchécoslovaquie, enfin en République tchèque. C'est un des derniers représentants de ce style-là, de cette culture-là. Donc, il faut le voir. Le cavalier qui est au-dessus. Le cavalier, c'est Saint Dalmas. C'est un soldat romain, du IIIe siècle après Jésus-Christ, oui, qui avait été converti à la chrétienté, j'allais dire au catholicisme, à la chrétienté, et qui avait été chargé par le diocèse de Pédone, parce que ce n'était pas encore Borgo Saint Dalmas, c'était encore que Pédone. Et il avait été chargé de l'évangélisation des parties hautes du comté de Nice, parties hautes de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Il est venu, il a bien fait son boulot, et quand il est retourné là-bas, c'était la grande mode d'écourter les chrétiens, et il a été écourté. Dans les Alpes-Maritimes, il y a 3 Saint-Dalmas, et tous les 3 églises paroissiales en question ont reçu des reliques de Saint-Dalmas. Alors, donc, c'est Saint-Dalmas de Tende, Saint-Dalmas Val-de-Blore et Saint-Dalmas le Selvage. Le Selvage, pas le Sauvage. Parce qu'il y a des gens, y compris des gens cultivés, qui ont prétendu que c'était le Sauvage, mais s'ils avaient parlé un tout petit peu latin, ils auraient su que c'était Selvaticus, la forêt. Et les merveilles que vous allez découvrir, elles ne sont pas uniques, elles ne sont pas réservées à Saint-Dalmas, parce que c'est un tableau des frères Bréa, de la fameuse école de Nice. Et les frères Bréa, c'est une école. Alors, il y a l'autre jour un monsieur, là, juste après votre visite, qui m'a dit, mais on dirait des peintures flamandes. Oui, parce qu'à la réflexion, les Bréa ont dû faire des études de peinture qui les ont amenés à utiliser le style flamand. Et donc, c'est vrai que le tableau qui est ici, vous allez reconnaître des visages surtout de la période flamande. Alors, au milieu, c'est un saint que vous connaissez tous, surtout les Anglais. C'est Saint Pancras. Saint Pancras, vous savez, c'est un des 3 saints de glace. Et on retrouve les notions de climat de Saint-Dalmas. Mais c'est sans doute pas pour ça qu'il figure là, je ne sais pas pourquoi. Personnage que vous connaissez, Saint-Érige. Alors Saint-Érige, c'est ce Saint-Évêque. Je vous faire mon nom. Non, on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas Saint-Érige? Vous n'êtes pas monté à Auron? La légende de Saint-Érige, c'était donc l'évêque qui dirigeait le diocèse qui était situé au nord des Alpes, du comté de Nice. Et il était, comme tous les évêques de France et de partout, obligé de temps en temps de se rendre à Rome pour rendre compte de son activité. Et là, cette fois-là, il était allé à Rome, et sur le chemin du retour, il passait par l'école, et il se trouvait sur les montagnes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui font la frontière entre l'Italie et la France. Puis là, il a eu la notion d'être suivi, il s'est aperçu qu'il y avait des brigands qui le suivaient, et il s'est tourné vers le ciel, comme tout bon évêque qui se respecte, et il a demandé au ciel une intervention pour le protéger des brigands. Et à ce moment-là, son cheval s'est envolé dans les airs, il a traversé toute la Tinée, sans planche à voile, et il s'est posé à Auron, où on voit encore de nos jours la marque du fer à cheval à l'endroit où le cheval s'est posé. C'est extraordinaire. Il faut surtout respecter les légendes. Mais d'un autre côté, il faut chercher pourquoi elles ont pu se créer. Il se trouve qu'à Auron, pour avoir été pendant un certain nombre d'années directeur de l'office de tourisme à Auron, il y a une strate de schiste avec des ammonites, avec des fossiles. Et j'ai vu, et j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y a des fossiles ammonites qui donnent la forme d'un fer à cheval, de belle taille. Hein.
Le cheval devait être costaud. On a une autre légende ici sur Saint-Dalmas. Quand le village était encore principalement en bois, puis il n'avait pas besoin d'être en bois parce qu'il y avait du foin partout. C'était une véritable bombe explosive. Il y avait un incendie qui était en train de détruire le village et là aussi les gens ont prié pour qu'une intervention vienne les aider. On ne pouvait plus éteindre l'incendie. Et il y a un ange qui s'est pointé sur la croix que je vous montrerai tout à l'heure en sortant. Il y a une croix sur la montagne en face qui s'appelle le Clafournier. Et cet ange s'est envolé et en faisant avec des ailes, il a fait un remue-ménage dans l'air et le courant d'air a éteint l'incendie. Donc, revenons à nos bréas. Vous avez au sommet, c'est une Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste et Sainte Anne. Donc vous avez une peinture que vous pouvez ici, comme dans peu d'églises, approcher de près. Donc si vous avez des photos à faire de peinture de Bréal. Après avoir admiré les peintures, Jean-Paul Urago nous emmène derrière l'hôtel. Saint-Dalmas-le-Selvage étant un village de haute montagne, servait de lieu d'entraînement pour les chasseurs alpins. Et donc, régulièrement, les chasseurs venaient faire des séjours en montagne et quelquefois relativement tard dans la saison. Or, ici, à Saint-Dalmas, nous avons en altitude, pas forcément au village, mais aussi au village, de la neige sur les 12 mois de l'année. Il n'est pas rare, et ça a été encore le cas cette année, le 7 juillet, nous avons eu la neige. Mais pour la fête du village, maintenant, elle a été avancée. Vous voyez, aujourd'hui, on est le 21. La fête avant avait lieu en début septembre, pour la fête de la Nativité. Eh bien, en septembre, il n'était pas rare que le dernier concours de boules se termine sous la neige. Pour dire que l'hiver commence tôt ici. Au mois d'octobre, c'est l'hiver. Et donc, les pauvres gars, quand ils venaient faire leurs manœuvres, souvent, ils se retrouvaient à la neige. Alors, on dégageait les bancs de l'église et on mettait une couche de foin et les gars couchaient dans l'église. C'était bien, parce que comme ça, ils étaient à l'abri. Par contre, c'était moins bien parce que des soldats qui s'ennuient, il n'y a rien de pire. Maintenant, on connaît les ados et tout ce qu'ils font, mais les soldats, c'était déjà comme ça. Et alors, ils avaient couvert l'église de graffitis pour signaler leur passage. Hein. Et je peux vous dire que certains de ces graffitis n'étaient pas particulièrement flatteurs pour la religion. Alors, il y a quelques années, on a décidé de refaire la peinture de l'église et les graffitis ont disparu. Sauf ici, là on en voit encore avec des dates. C'est les dates où les soldats ont fait des manœuvres dans Saint-Dalmas. Ici, vous avez un de ces fameux bancs musées là. Alors, il était en très mauvais état parce qu'ici, ça avait servi plus ou moins de dépotoir. Au fur et à mesure qu'il y avait des objets qui ne servaient plus dans l'église, on venait tout fourrer là derrière. On a eu plusieurs jours de travail pour tout sortir, tout nettoyer. Et on l'a astiqué. Et en l'astiquant, on a restauré un petit peu pour qu'il tienne debout. Et on a trouvé, quelque part par ici, mais je n'ai pas les bonnes lunettes, une date avec un graffiti qui indique 1631. C'était là, ici. voilà. 1631. Ce qui veut dire qu'en 1631, il y a un gars qui a fait un graffiti. Mais le banc est sans doute plus vieux. C'est posé aussitôt le problème de la liaison entre les habitants et leur capitale. Or, ici, quand on parle de capitale de nos jours, c'est les capitales départementales. Donc ça aurait pu être Nice. Mais à l'époque, pour aller à Nice, à pied, il n'y avait pas de route, 5 jours de marche. Alors les gens préféraient aller à Barcelonnette, ou plus exactement à Josier, et de Josier passer le col de l'Arche, et vous arrivez au nord de Turin, et vous y êtes en 2-3 jours pour des bons marcheurs. Donc, et puis de toute façon, ils appartenaient au duché de Savoie, il n'y avait aucune raison d'aller à Nice, qui à l'époque n'était qu'un petit port sans importance. Donc, il s'est agi d'enlever les gens qui allaient à Turin pour les rebrancher vers la France. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert des chemins, non pas encore des routes, mais des chemins. Et le chemin principal a été ce qu'on a appelé le chemin ou la route impériale,
qui passe par le col de Raspaillon. Le col de Raspaillon, c'est le dernier col avant que vous arriviez à Restefond sur la route de la Bonnette. Et quand vous êtes à Raspaillon, vous avez cette plongée magnifique vers Josier, et de là vers le col de l'Arche, ou le col de Vars, ou la vallée de l'Ubaye. C'est bien encore un hôtel rococo, c'est bien encore un Bréa avec un Saint-Georges. Allez savoir pourquoi ils ont mis des saints anglais là-dedans. Enfin, c'est Saint-Georges, Saint-Barthélemy, Dieu le Père en majesté, et au milieu, un panneau qui n'est véritablement pas, et ça choque, de l'école de Nice. Or, on nous a expliqué que vers le début du XXe siècle, un jour, le curé est rentré dans l'église et il a trouvé que le panneau avait été découpé de bout de couteau et quelqu'un l'a emporté. C'est pas de maintenant qu'on voit tout dans les églises. Hein. Alors, pour remplacer le panneau qui avait été découpé et emporté, le ministère de la Culture de l'époque, vous savez que le premier ministre de la Culture a été Prosper Mérimée, mais ce n'était pas contemporain. Il a aidé à préserver beaucoup d'œuvres du patrimoine. Alors ça vient de là. Donc, ils ont pris ça dans une réserve à Paris et ils nous ont remplacé le panneau central. Et le devant d'hôtel, ça c'est une dame de Saint-Dalmas qui l'a refait dans une période tout à fait récente. C'est tout brodé, c'est un travail magnifique. Mais tous les devants d'hôtel des 7 hôtels ont été volés. Ça a disparu. Et ça s'appelle les canons. Les canons d'hôtel, on a vite fait un paquet, on a tout mis dans une sacristie que même moi je n'ai pas le droit d'ouvrir. Donc, ceux-là sont, paraît-il, à peu près à l'abri. Mais enfin, vous voyez, tout ce vol, c'est déplorable. Pas seulement dans les églises, les cimetières aussi. Hein. Tout à l'heure, j'ai évoqué la présence des militaires à l'intérieur de l'église. Et je vous ai dit que quand ils s'embêtaient, ils savaient faire que des bêtises, ils écrivaient contre les gens. Mais ils ont fait mieux que ça. Comme on leur demandait de savoir se servir d'un fusil, quand ils sortaient, ils s'amusent avec leur fusil, et là, ils n'ont rien trouvé de plus intelligent que de tirer sur les cloches. Et donc, ils ont fendu les cloches, et les cloches sonnaient faux. Elles sonnaient faux. Et vraiment faux. Boing, boing, c'est bon. Alors, il y a quelques années, on a, par chance, trouvé, puis sur renseignement, on a trouvé un moine allemand de Bavière qui est venu avec ses acolytes et qui a amené ses outils, sa cire pour faire un moule, et il a montré au village comment on fabrique des cloches. Donc on a creusé, de l'autre côté de la route, à 50 mètres d'ici, on a creusé une fosse dans laquelle on a mis des moules qu'il avait pris sur les cloches existantes, les anciennes, et ensuite, le jour où il a fallu le faire, il a fondu son bronze, il a coulé des nouvelles cloches, et ensuite, c'est les gens du village qui, à l'aide de cordes, ont fait monter les cloches dans le clocher. C'était magnifique. La première derrière vous, une maison qui est tombée cette année. Et cette maison qui est tombée explique pourquoi dans le village il y a des troncs. À l'époque, il y avait donc 500 personnes au chef-lieu ici et 350 sur les hameaux. Les 500 personnes, il fallait bien les loger. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de maisons que maintenant. Mais au fil des années, les maisons s'écroulent. Parce que quand je vous ai parlé du climat tout à l'heure, j'ai oublié un élément, autant pour moi, j'ai oublié un élément majeur, c'est la quantité de neige que nous recevons. Si je vous disais que cette année, au cumul, c'est-à-dire qu'on efface la neige chaque fois qu'elle est tombée et qu'on mesure après chaque chute, 10 mètres 15 de neige. Cette année. Et il y a 4 ou 5 ans, 10 mètres 30 de neige. Alors il y a des années où il y a moins de neige, mais la caractéristique principale, c'est ce vent chaud dont je vous ai parlé et humide et qui remonte de la mer. Quand il rencontre la barrière de montagne,
il refroidit et en été il pleut, mais en hiver il neige. Nous nous rendons à la chapelle Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite qui est censée protéger les femmes enceintes. La sainte est représentée toujours avec un dragon parce qu'elle a été avalée par celui-ci et recrachée vivante. Les maisons abritaient toutes entre 12 et 15 personnes. Parce qu'il y avait les 3 générations, quelquefois 4, mais le plus souvent les 3 générations, les grands-parents, les parents et les enfants, dans toutes les maisons. C'est vraiment l'architecture de montagne avec les troupeaux en bas, les outils des champs au rez-de-chaussée, au premier étage les habitants, quelquefois 2 étages, quand les maisons ont 4 étages, il y avait 2 étages pour les habitants, et au-dessus, dans les arcatures que vous verrez en sortant, vous regarderez le sommet des maisons, souvent vous avez des arcatures. Et ces arcatures, c'est le grenier. Maintenant en français on appelle ça le grenier, mais à l'époque ça s'appelait la fénière. Comme son nom l'indique, c'est l'endroit où les paysans, les agriculteurs qui avaient fait les foins, montaient les barillons, ça s'appelait des barillons, ou des trousses, quand c'était plus gros, pour faire sécher le foin. Il y a quelques années, vous seriez venu voir cette chapelle, on ne vous l'aurait même pas fait visiter. Il n'y avait rien à voir. C'était un ameublement, comme il y a dans toutes les chapelles de montagne, des meubles assez pauvres. Le plancher était encore en bois, de bois de mélèze, d'origine. Et puis voilà que quand on a installé l'eau au bénéfice des citoyens de la commune, en fait, on a fait un cadeau empoisonné, parce que les tuyaux d'amener d'eau de la commune entre cette partie avant la chapelle et la partie de derrière, au fil des années, ils se sont fondus, ils ont été oxydés, ils ont disparu. Et l'eau courait dans un canal ouvert. Mais le canal ouvert, ça veut dire que ça inondait la chapelle par-dessous. Et là, il s'est développé ici, là aussi, vous le savez mieux que moi, s'est développé une mérule, les champignons qui mangent le bois. On a tiré l'autel qui était là. Et l'autel, il était immense. L'autel, il venait de là. Il montait jusqu'au plafond et redescendait là. Il était fixé au mur, tout simplement par des tacons rapportés au plâtre. Et ça cachait tout. Ces fresques que vous avez devant vous ne feraient pas le tour de l'église comme à Notre-Dame-des-Fontaines ou à Besançon, où l'église peinte du plancher jusqu'au sol. Alors je pense que prochainement, le plus vite possible, on pourra avoir des spécialistes qui viendront et qui testeront les murs pour voir si par hasard il n'y aurait pas quelque chose dessous. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est déjà beaucoup. Alors je vous dis pourquoi. Parce que ça aussi, c'est de l'école des peintres de Nice, des Bréal. Celui qui était ici, il a été identifié, c'est Valéison, probablement. Et ces fresques, elles ont été peintes aux environs à la fin du XVe siècle, début du XVIe, on ne sait pas exactement. Mais quand elles ont été peintes, il va de soi, c'est logique, qu'elles ont été aux yeux, à la vue des paroissiens qui venaient pendant 150, 200, 250 ans. Mais ça laisse encore une belle marge. Depuis qu'on a mis le grand autel devant, moment à partir duquel elles ont été cachées à la vue. Et il s'est passé pour ces fresques, comme il se passe toujours dans la nature, c'est très humain, on a fini par les oublier. Continuons notre visite à travers les ruelles du village et allons rejoindre Éric Ferrari, le premier guide. Une autre chose intéressante sur cette façade, c'est que l'on voit des trompe-l'œil, des briques. Ouais. Hein, le trompe-l'œil, ça vous dit quelque chose, le trompe-l'œil? Bon, ça vient de Gênes, c'est chez nous, ici, c'est le sud-est. Hein. Donc on va retrouver souvent du trompe-l'œil, assez souvent d'ailleurs. Et en règle générale, quand on voit un cadran solaire aussi beau sur une façade, bon, c'est une question... la personne qui habitait dedans avait de l'argent quand même. Bon, il fallait le faire, un cadran solaire pour calculer, c'est pas évident, hein, c'était très compliqué. Il faudrait que le reste un peu là.
deux fuseaux horaires. Le méridien de Greenwich, je mets comme ça. Méridien de Greenwich qui est plus à l'ouest, et l'autre fuseau horaire est plus vers l'est. Entre ces deux fuseaux horaires, pour 1000 km, il y a 50 minutes de décalage. D'accord? 1000 km, 50 minutes. Donc il se passe que nous, là où on a un décalage par rapport au premier méridien. D'accord? Fuseau horaire. Donc ce décalage est de 20 minutes. D'accord? Parce que quand vous prenez l'heure au méridien de Greenwich, 1 heure, c'est 1 heure. Jusqu'à l'autre fuseau horaire, c'est 1 heure toujours. Mais lui, le soleil, il s'en fout du méridien. Bien sûr. Ah bah bien sûr, oui. D'accord? Donc il y a un décalage de 20 minutes. D'accord? Mais il est plus beau l'autre. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Il est plus beau l'autre. Alors vous voyez quelle date là? 1780. Ouais. Vous êtes sûr? Non, 1791. Vous êtes sûr? 81, pardon. 1781. Eh ben c'est pas un 7, c'est un 5. Oui, 1580. 1581. Eh ouais, C'est un 1580. 5 ça? Ouais, c'est un 5. Ah bah Et en ça. plus, il y a une autre particularité. Combien vous voyez de stylés là? De stylés, vous en voyez un ou deux? Il y en a deux. Eh ben vous voyez bien qu'il y en a deux. Un il marque l'heure et un il marque les demi-heures, non? Non. Ah, je sais pas, je Non, non, non. suis perfectionnée, mais non. Bon. Non, non, c'est parce que, en fait, je ne sais pas très bien comment on doit lire le second stylet, mais à mon avis, parce qu'il y a des signes du zodiaque, regardez. Il y a la balance, le poisson, puis il y a un autre j'avais signe même que pas je ne vu. connais pas, Ouais, un ouais, taureau c'est là-haut. clair. Ah. Donc, à une certaine période de l'année, à une certaine heure, on doit pouvoir lire sur quel on est, sur quel. Pas des camps, comment ça s'appelle? Le signe. Zodiacal, voilà. D'accord? Voilà. Ensuite, Il est plus neuf celui-là. vous voyez que cette toiture est à 4 pans. Vous l'avez vu en arrivant qu'elle est à 4 pans? Alors décalez-vous. Venez un peu par là. On va rester la neige. On va rester, on va pas regarder un mètre. Hein. On va regarder quoi? 15 mètres. Ils sont au-dessus. Et il y avait deux grandes ouvertures identiques. Et ça a évolué avec le temps en fonction des besoins, bien entendu. Voilà. Donc espérons que cette Et c'est bâtisse quoi qui dépasse de la toiture là? c'était les supports des gouttières. Regardez. C'était les supports des gouttières. C'était les gouttières. C'était les gouttières. Et vous verrez qu'on va voir d'autres bâtiments, notamment un autre où il y a un vieux treuil. On a installé un treuil pour monter les charges. On va aller le voir de suite d'ailleurs. Le treuil, bien sûr, servait à monter les charges, hein, c'est évident. Et bon, en bas, il y avait les animaux et les habitations sur le milieu, à l'étage du milieu. Et puis regardez les cheminées là-bas. Voilà, justement, j'allais vous demander. C'est pas des pigeonniers, hein. C'est des cheminées. Ah, ils sortaient sur le côté. Oui, pour pas sortir Ben, pour pas sortir en toiture aussi. Poney, c'est quoi ça? C'est toutes les plantes qu'ils ont enterrées. Lys orangé. Bah, il y a une bonne idée. Alors, vous avez un petit jardin là, avec toutes les plantes marquées. Ça, c'est sympa de regarder aussi. Si vous intéressez un petit peu, peut-être. C'est la croix du Temple, la croix des Templiers, et c'est la représentation celle qui se rapproche la plus vraie des Templiers. Ce village a été créé au XIIIe siècle, en fait structuré au XIIIe siècle par les Templiers. Ils ont recruté des paysans du coin pour défricher tout le pan de montagne où on est ici. Hein. Et ils ont construit le village en cercle, comme ils avaient l'habitude de le faire au XIIIe siècle, les Templiers. Ils auraient aussi construit l'église, qui a été refaite après, hein, au XVIIIe, complètement. D'ailleurs, elle a été restaurée, même les fresques de la façade ont été restaurées aussi, vous allez voir les dates dessus. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'est les armoiries qui se rapprochent le plus, notamment de la croix du Temple. C'est celle-ci. Après, vous en voyez d'autres, mais c'est ça, la croix du Temple. Hein, voilà. Avec marqué EDF, vous voyez, électricité machin, avec un outil spécial. Vous ouvrez dedans, il y a quoi dedans? Un compteur électrique. Du XIIIe siècle. Sécurité, sécurité. Alors juste là, on va s'arrêter là. Et puis on va regarder ça. Là. Un mélange de Mauta avec un peu de la terre, avec de la chaux, et puis des pierres. Et puis on faisait une sorte de coffrage. Et on faisait les cloisons comme ça avec du mélèze, comme un poteau. Voilà, ça s'appelle le jeep ici. Pareil que chez nous. Nous, chez nous, ça a une signification un peu différente. Voilà. Et donc je voulais vous montrer ça. Maintenant, on retourne par là-bas. Et ça, c'est quoi alors, un encorbellement, c'est ça? Oui.
Ouais, un encorbellement, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs taxes à l'époque. Il y avait une taxe à la surface au sol et une taxe à l'ouverture. Donc on va trouver des endroits avec des petites fenêtres pour éviter de payer plus de taxes, mais aussi des encorbellements pour gagner de la place à l'étage supérieur. Pour payer moins de taxes, on faisait des surfaces le plus petites possible au sol. Ouais, et donc à l'étage, c'était plus grand. Et oui, ouais, on gagnait de la place par encorbellement. Ici, un autre treuil. Mets-le là-bas. Attention, allez, on y va, bouche. Allez, ensemble. Moi, ça tombe pas, c'est pas. C'est bon? Oh, je me fais mouiller. Allez, c'est bon. Ah d'accord. Ah, il fait bon. On est sur un cadran solaire qui, une partie de l'année, est à l'ombre. Parce que ça dépend de la hauteur du soleil, bien sûr. Il va être plus ou moins éclairé. Bon, Faudéré a travaillé ici. Est-ce que vous connaissez Faudéré? Vous savez qui c'était, Faudéré? Bon, c'était un médecin botaniste. C'était un médecin botaniste qui vécut à la fin du 19e. Voilà, à peu près. 1800 et quelques. Donc il a travaillé ici. Il est notamment l'auteur d'un grand ouvrage sur la médecine légale à Paris. Voilà, c'est un médecin. On va continuer par là-bas. Enfin, regardez la mer, il y a une bague là. Est-ce que vous connaissez la signification de cette bague? Une mère mariée. Non. Vous voyez pas la bague là? Il y a une bague à l'annulaire là. En fonction de la position de la bague sur les différents doigts de la mer, ça donne une indication sur la richesse de l'habitant. Plus on va vers le pouce, plus il est riche. Alors monsieur Jouglard, ça va quoi. Hein? C'est l'annulaire. Un petit doigt, c'est un petit peu moins, mais plus tu rapproches vers le pouce, plus la personne est fortunée. Bon, c'est rigolo. Allez, on va... Ici, l'office du tourisme de Saint-Dalmas le Selvage et le numéro que vous voyez inscrit en dessous.